Salut à toi fan d'investissement, j'espère que tu vas bien. Je suis avec Yves aujourd'hui. Ça va Yves? Ça va. Bon, top. Je t'invite à liker du coup la chaîne YouTube Les Rencontres de l'IMO, à t'abonner si c'est pas fait et comme ça tu pourras voir les futures vidéos qui vont sortir. C'est une nouvelle série de vidéos d'interviews. Non, tu as l'honneur d'ouvrir le bal, Yves. Ah oui. Voilà, donc félicitations à toi. On va parler IMO bien évidemment. Yves, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Alors je m'appelle Yves Le Morellec, aujourd'hui j'ai 36 ans, bientôt 37. Et donc voilà comment je suis venu à l'immobilier. J'ai découvert la liberté financière en 2013 par hasard sur internet, simplement en regardant des blogs. Et j'ai été complètement subjugué par ce qu'on pouvait faire, parce que moi j'avais pas du tout cette idée d'immobilier comme ça. J'avais dans mon entourage des gens qui ont fait de l'immobilier, ça s'est pas bien passé du tout. Pour moi l'immobilier c'était plutôt une grosse arnaque avec impayés, dégradation, Que des soucis, des problèmes de construction, des trucs, des montages financiers mal foutus avec le doro bien machin, tout ça. Enfin bref, pour moi il fallait fuir l'immobilier locatif. Il fallait acheter sa résidence principale. Donc j'avais acheté une première résidence principale sur laquelle j'ai fait une moins-value. Petite moins-value de 1000 €, c'est pas méchant, ça peut être correct. Ça peut être correct. Donc j'étais pas du tout un bon investisseur, hein, clairement. Vous voyez comme quoi c'est pas irrémédiable. T'as écouté les infos quoi. Ouais voilà, j'ai écouté les infos, j'avais peur, machin, tout ça, j'étais tétanisé. Et ça m'a vraiment complètement, ça m'a bouleversé, je dirais, ouais, c'est vraiment le sale mot. Ça m'a bouleversé en 2013, j'ai découvert ça. Et j'y croyais pas, bien sûr, j'étais sceptique, j'étais limite un haters, comme on les appelle à l'époque. Et j'ai complètement changé mon état d'esprit. Vraiment, je suis plus du tout le même. Et je remercie tous ces gens qui m'ont fait avancer sur le chemin de la liberté financière. Et d'ailleurs, j'ai décidé de les mettre à l'honneur en créant un blog qui s'appelle mesmentors.fr où j'en parle, où je fais vraiment un descriptif de ces personnes, détaillé leur parcours, etc. Je fais un portrait de mentor, comme je dis. Et donc, j'ai commencé tout doucement avec les marchés financiers. Je pensais qu'il fallait être millionnaire pour avoir le droit de faire de la bourse. Vous voyez où j'en étais. C'était pas du tout ça. Et finalement, j'ai démarré tout doucement comme ça. Puis j'ai fait quelques petites plus-values. J'étais content comme tout. Donc je me suis dit là, il y a des choses à faire. C'est vrai ce qu'on dit sur Internet. Certes, il y a des gens qui enjolivent les choses, qu'on appelle un peu les vendeurs de rêves, mais il y a toujours du vrai, il y a une grosse part de vrai dans ce que disent les gens. Et il faut le prendre, cette part de vrai, parce que sinon, vraiment, on se coupe de quelque chose de très 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 important. Du coup, je me suis dit, il faut que j'avance un peu plus et que j'investisse dans l'immobilier locatif. Donc j'ai commencé par le plus simple, enfin ce qui pour moi semblait le plus simple et le plus facile à faire, c'était la place de parking. Donc en fait c'est pas vraiment le plus simple. Donc ça c'était ton premier investissement, la place de parking, investissement locatif. Ok. C'était où, en région parisienne? À Paris intramuros, dans le 19e arrondissement. Donc je l'ai vraiment acheté pas cher, j'ai eu la chance du débutant. J'ai acheté. Je crois que quand on est débutant, on est plus agressif qu'après. Je sais pas pourquoi. Parce que je fais. On met plus de temps aussi. On se tâte un peu plus. Ouais, peut-être du fait que tu fais peut-être plus de propos, que tu sois dans l'action tout de suite. En tout cas, je l'ai acheté 6 000 € net vendeur, 7 400 avec le frais de notaire. C'est pas cher. Donc dans Paris, c'est absolument exceptionnel. Je l'ai mis 80 € par mois. C'est pas très cher non plus. Pour Paris, mais c'est les prix du parce quartier. qu'en petite couronne, tu vas pouvoir louer à peu près le même prix pour des places un peu moins chères, enfin moins chères entre guillemets par rapport à ce qui se fait maintenant sur le prix du marché, pas par rapport au prix où toi tu as acheté ta place, parce que maintenant 6 000 €, tu as une place de stationnement pour un Vélib en fait à ce prix-là, donc quasiment, tu vois, c'est un truc de fou. Donc non, c'est sûr que c'était plutôt une belle opération, c'est clair. C'est ça. Donc là, j'étais assez content de moi. J'ai dû la financer cash malgré tout, parce que les banques elles aiment pas trop financer ce genre de trucs. Et donc je me suis dit bon, c'est bien gentil la place de parking, ça me fait une bonne expérience, mais c'est pas avec ça que je vais vraiment avancer. Il faut que j'aille un peu plus loin. Et là j'avais une grosse croyance limitante.
Ouais. Alors les gens ils vont te dire ouais, la croyance limitante en fait c'est l'ennemi de l'investisseur, etc. Ben c'est faux. Ça dépend des cas de figure. Pour moi c'est faux parce qu'en fait j'étais persuadé que je pouvais pas emprunter plus de 50 000 euros. Ouais. Alors au lieu de chercher un studio lambda qui vaut dans les 90, 100 000, 115 000, 120 000 euros, je me suis dit je vais essayer de trouver quelque chose de plus petit, quelque chose peut-être d'un peu plus loin, mais surtout plus petit. Ouais. Et je voulais pas être dans une zone pas terrible, autre. Je voulais un peu tout, et je pensais que je l'aurais pas parce que je me disais 50 000 euros, j'aurais rien quoi. Ouais. Mais j'ai essayé. J'ai pas fait comme les gens. T'as cherché. Voilà, j'ai pas fait comme les gens qui sûr. se disent c'est pas possible, je fais pas. Moi je me suis dit c'est pas possible, mais je m'en fous, je le fais quand même. Je vais le trouver. Ouais, mais c'est bien, t'as raison, c'est une belle démarche. Hein. J'ai trouvé l'impossible en plus assez rapidement. J'ai eu la chance encore du débutant. J'ai vu une annonce sur Le Bon Coin pour un appartement de 11 mètres carrés. C'est tout à fait légal hein, de louer à 11 mètres carrés sans problème. Au-dessus de 9 mètres carrés, loi Boutin, il n'y a pas de problème. Donc 11 mètres carrés. Et donc, bon, je me suis dit, il est flingué, il va être abominable. Effectivement, il était abominable, mais c'est tant mieux parce que j'ai pu le décoter bien. Parce qu'au lieu de l'acheter 55 000 euros, je l'ai acheté 44 000. D'accord. Donc là, c'est net vendeur, hein, je parle. Ouais. Et donc, c'est quand j'ai été voir la banque et que je dis j'achète un appartement à Le Vésinet. Le Vésinet, je crois que ça fait partie des 20 ou des 10 villes où les gens sont le plus riches en France. Donc c'est que des manoirs, des châteaux, c'est un secteur sympa. Ouais. C'est hyper riche. Donc quand j'ai dit que j'achetais un truc à 44 000 euros à Le Vésinet, ils m'ont regardé bizarrement. Ils m'ont dit vous êtes sûr, vous achetez quoi là? C'est de l'habitable, vous êtes sûr que c'est de l'habitable? Ouais, là c'était la place de parking. Vous avez combien d'apports? Je dis 0, mais ils me disent mais c'est que... Là, ça les a déconnectés les gens. Ouais. Donc après, quand je leur ai expliqué que c'était un tout petit logement, que c'était 11 mètres carrés, qui était flingué à l'intérieur, mais que j'allais faire justement des beaux travaux type qu'on dit boîte à chaussures, c'est-à-dire on refait tout de A à Z. J'en ai quand même eu pour 17 000 euros de travaux. Mais j'ai fait du high-tech. T'as un prix au mètre carré qui est relativement élevé par rapport à la superficie de l'appartement, c'est clair. En fait, faut pas, en micro-logement, faut pas raisonner en mètres carrés parce que vous allez mettre une cuisine, que vous mettiez une cuisine dans un 20 mètres carrés ou dans un 11 mètres carrés, ça va vous coûter le même prix. C'est sûr. Voilà, le seul truc qui va changer en termes de prix, ça va être la peinture, le revêtement. Mais ça, c'est ce qu'il y a de moins cher dans un. Parce que j'ai envie de te dire, la cuisine te coûtera peut-être même plus cher sur une petite surface que sur une grande. Pourquoi? Parce que tu vas limite aller faire du sur-mesure. Exactement, en fait. C'est même plus cher. Tu vas aller chercher de l'électroménager compact en fait pour aller sur ce type de cuisine. Et justement, le fait que les entreprises travaillent, adaptent. Des cuisines qui iraient peut-être sur des surfaces plus grandes mais qui les adaptent sur des surfaces plus petites, du coup tu vas payer forcément plus cher. C'est clair, les fameuses cuisines Brico Dépôt, machin en promo pas cher du tout, faut oublier, vous les aurez pas. Donc c'est vrai qu'il faut mettre un plan de travail sur mesure, faut tout faire sur mesure en fait. Donc effectivement, en fait, t'as raison, ça coûte même plus cher. C'est sûr. Mais au final, c'est un petit coût en plus, mais quand on regarde le projet global, un micro-logement vraiment projet total avec les frais bancaires, les frais de notaire, les travaux et l'acquisition, ça va vous coûter entre 70 et 75 000 euros, voire même peut-être un peu moins de 70 000 euros. Donc ça reste quand même pas cher pour des biens qu'on va louer quasiment aussi cher qu'un studio lambda. Donc au final, le banquier, quand je lui ai présenté ça, franchement, j'en ai eu un ou deux qui faisaient un peu la moue, mais qui voulaient bien me financer quand même. Sauf certains, les frais de notaire, ils voulaient pas, mais c'est la politique de la banque. Mais j'ai pas eu tellement de difficultés à trouver un financement finalement. Ouais, ça a été. Ouais, franchement, ça a été. Je te coupe, désolé, par rapport à ça, toi tu as fait quoi? Tu es resté sur ta banque d'origine en fait quand tu as fait tes recherches, ou est-ce que tu as trouvé un financement facilement mais du coup tu as dû quand même changer de banque par rapport à ça? Alors j'ai changé de banque, enfin j'ai gardé ma banque principale, mais j'ai quand même changé de banque parce que j'avais des meilleures conditions avec l'autre banque. Il me faisait vraiment du 110%, même peut-être plus que du 110% parce qu'il me payait tout, même les frais de dossier. Et au niveau du taux, il était un peu moins élevé.
Donc j'ai préféré aller dans cette banque pour voir, et je me suis dit c'est bien de diversifier un peu les banques comme ça. Après l'autre elle sera plus sympa, et j'ai vraiment bien fait. Vous verrez par la suite. Ouais, après c'est vrai qu'il n'y a pas de truc prédéfini par rapport à ça, l'histoire de banque, faut changer, faut rester, c'est en fonction de l'interlocuteur que tu as en face de toi. C'est vrai que dans certains cas, le fait que voilà, la banque veuille garder justement ses clients et ne pas qu'ils partent, vont te proposer des choses plus intéressantes, et autant à un moment donné, bon bah voilà, il n'y a pas d'intérêt pour eux, et à ce moment-là, ils peuvent te laisser partir à la concurrence parce que tu auras de meilleures propositions ailleurs en fait. C'est ça, après ça dépend surtout de l'interlocuteur. Moi en l'occurrence j'avais je pense que ça venait de ça, parce que j'avais un interlocuteur, c'était un vieux monsieur qui était proche de la retraite, il était syndicaliste, donc vraiment le mec pas motivé quoi. Bah ouais, donc du coup ils se sont dit, lui Yves Le Moallec, il est dans notre banque depuis qu'il est né, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour lui, il va rester, on va lui mettre on va lui mettre la branche pourrie. D'accord. Voilà, donc j'ai changé de banque, et j'ai acheté en fait un deuxième micro-logement à la suite. En fait, le banquier, je lui ai fait, écoutez, si je vous ramène la petite sœur, vous pensez qu'il y a moyen? Et là, il m'a regardé bizarrement, il m'a dit, mais pourquoi je vous financerai pas un deuxième si vous m'amenez la même chose avec les mêmes garanties? Le gars, il était... C'est bien, t'es tombé sur le bon mec en fait, c'est la personne qu'il te faut quand tu veux enchaîner, non c'est clair. C'est ça. Clair. Et du coup, l'ancienne banque, bizarrement, ils m'ont mis plutôt une nouvelle bancaire, pulpeuse, avec des longues jambes, bizarrement. Hein. Alors là, je me suis dit, il y a un truc à faire. T'as voulu user de ton charme plutôt pour essayer d'obtenir ton prêt. Et en fait, c'est une technique. Ma femme, elle m'a dit à ce moment-là, attends, il y a peut-être un truc à faire. En ce moment, la caisse d'épargne, ils font des super prêts étudiants, des taux défiant toute concurrence. Faut le demander. Comme ma femme était étudiante, on s'est dit voilà, quand on est étudiant, le seul truc intéressant vraiment en investissement, c'est le prêt étudiant. C'est bête de pas. Donc on a demandé 50 000 €. On n'a pas pu faire de différé dessus malheureusement, mais on a demandé 50 000 €. Peut-être déjà en prêt zéro que alors. Et on a un prêt avec l'assurance. Ça nous fait un taux de 1,06, 0,90 c'est ça, t'es proche de zéro. Donc c'est tout bénef. Du coup, on a remboursé le prêt de notre résidence principale qui était à plus de 4%, sans frais. D'accord. On a eu 0 frais pour ça, donc ça c'est cool. Et on a eu une trésorerie de 30 000 € à côté. Donc pour investir, ça peut être intéressant. Et du coup, j'ai eu une année blanche pendant l'année 2017 parce que j'ai aidé mes parents sur une colocation à Saint-Étienne, tout ça. Et donc en 2018, je suis reparti à la chasse de l'investissement. Je me suis dit là, j'ai rien acheté en 2017, je culpabilisais. Du coup, j'ai acheté 5 micro-logements. Et en fait, qu'est-ce qui m'a boosté? Vous allez voir pourquoi j'ai voulu en acheter autant. C'est presque même pas pour avoir plus de biens immobiliers. C'est un peu bizarre, mais j'ai réussi à avoir une technique de ninja là, c'est assez énorme, je vais vous expliquer. En fait, j'ai fait un constat sur mes 2 premiers micro-logements, c'est que j'avais ce qu'on appelle un trou d'argent. Le problème, c'est que même si vous faites du 110%, même si votre bien il s'autofinance, là sur les vidéos ils vont vous dire c'est bon, vous gagnez de l'argent tout de suite, c'est faux. Vous aurez toujours des petits trucs à payer en plus. Vous aurez toujours un petit truc surtout si vous faites du meublé, un petit truc qui casse, un petit machin. Pendant les travaux, forcément, vous l'aurez pas, donc vous aurez des charges, tout ça à payer. Vous allez sortir de l'argent de votre poche quand même au départ. Et ce qui peut être intéressant quand même, c'est faire du différé d'amortissement pour pallier rapidement à ce problème et pas avoir un trop gros trou d'argent. Donc fort de ce constat, je me suis dit, ce serait quand même bien d'avoir une trésorerie grâce au différé. Bon, j'en avais déjà une maintenant grâce au crédit étudiant, mais je me suis dit ce serait peut-être plus intéressant d'avoir davantage. Et puis j'avais une petite idée en tête quand même. Après c'est vrai qu'en fonction de est-ce que tu as mis une épargne de sécurité ou pas, est-ce que tu as un peu de fonds, voilà, tu as des stratégies à adopter, et c'est vrai que le différé c'est une des stratégies qui te permet justement de pouvoir encaisser, on va dire, du loyer plein pot et de faire un peu d'épargne facilement par rapport à ça. Exactement. Donc du coup c'est vrai que bon,
en même temps, tu as répondu à la première question, donc c'était pourquoi tu as investi sur le micro-logement. Donc comme tu nous as dit, c'était parce que tu cherchais par rapport au fait du financement potentiel que tu disais. L'autre question, ça va être du coup, c'est quoi ta stratégie en IMO en fait? Voilà, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Par rapport, tu t'es orienté sur le micro-logement parce que voilà, c'était plus par rapport au budget, donc tu as réussi à trouver la pépite. Maintenant, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Alors vous savez, souvent, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les stratégies, c'est elles qui viennent à moi, c'est pas moi qui viens à elles. Ouais, pas forcément, ça dépend. Ça dépend des personnes, c'est ça. C'est ça en fait. Moi, en fait, je fais en fonction des opportunités. Et en fonction de cette opportunité, je me dis quelle stratégie je peux mettre en place. Je fais pas de plan sur la comète. Et là, je me suis dit, bon, j'ai les moyens peut-être de faire des différés. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? Donc déjà, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme différé? Et donc, sur mes deux micro-logements suivants, donc c'était 2 petites studettes pareilles de 11 mètres carrés, côte à côte. J'étais pas sûr de pouvoir me les faire financer, celles-là. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais, on va tenter. J'en ai déjà 2, on va voir si je peux en avoir plus. Donc, et puis je me suis dit, si jamais on ne finance pas les 2, on m'en financera peut-être une. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais voir aussi en termes de différé ce qu'on va pouvoir me faire. Donc j'ai été voir ma banque qui m'avait financé mes 2 premières studettes, donc c'était le Crédit Agricole. D'accord. Et lui m'a dit, écoutez, en termes de différé, donc je leur ai bien expliqué, je veux de la trésorerie, j'ai pas dit des trucs bizarroïdes. Voilà, les gens souvent ils me disent, ouais, pour avoir du différé, il faut faire énormément de travaux, non, enfin, pour moi c'est faux. Du moment que vous faites un peu de travaux, ça le justifie. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas eu besoin de justifier des travaux pharaonique. Bref, j'ai dit voilà, j'ai besoin de trésorerie, ça suffit pour le banquier. Je lui ai dit. C'est une raison valable. Voilà, c'est une raison valable. Donc lui il m'a dit, chez nous, c'est pour tout le monde pareil, celui qui veut un différé, ça va jusqu'à 24 mois. 24 mois différé total, on peut pas faire plus. Bon, ok. Donc je me suis dit, je vais voir ailleurs, on sait jamais, parce que j'ai entendu parler que certains avaient 36 mois, donc je me dis, on peut essayer de le dénicher. Puis c'est pas trop mon truc en tant qu'investisseur d'aller voir qu'une seule banque, quand même les mettre un peu en concurrence. Donc je suis allé voir AXA Bank, eux ils m'ont proposé les fameux 36 mois. Vous voyez, 2 banques, si je suis allé voir le Crédit du Nord aussi, mais eux, bon, tout pourri. Mais je suis allé voir AXA Bank. C'est vrai qu'ils sont particuliers. J'avais déjà fait aussi. C'est clair. Tu te demandes, en fait, il y a certainement que tu te demandes comment elles font pour vivre, en fait, sur quel type de profil ils sont, parce qu'ils sont pas sur le profil non, mais peut-être qu'ils ont d'autres clients d'affaires qui n'ont rien à voir. Moi, je pense pas que ce soit une mauvaise banque. Je pense que c'est juste une banque qui est peut-être pas trop adaptée à l'investissement. C'est ça. Je t'ai pas dit que c'était une mauvaise, mais c'est vrai que du coup, en tout cas sur le profil investisseur, ils doivent pas avoir vraiment. Après, faut faire attention. Moi, je dis avec les banques, il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que du jour au lendemain, peut-être que demain le Crédit du Nord, il va dire on change toute notre politique et que demain ce sera la numéro 1. Allez les voir quand même, on ne sait jamais. Du coup, et puis ça dépend d'une région à l'autre. En fait, c'est pas comme si c'était la même banque, vous voyez. Ou des fois d'une agence à l'autre. Donc, il faut quand même aller voir. Donc, moi, je suis allé voir AXA Bank. J'ai eu 36 mois de différé total. Donc là, j'étais le roi du pétrole. Mais je me suis dit, je peux quand même laisser sa chance à ma banque historique, on sait jamais. Puis j'ai appelé donc la caisse d'épargne. Là, j'avais encore une autre personne, là-bas ça change souvent, les conseils ça change tout le temps. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu le défaut, oui et non, parce que si tu tombes sur le mauvais, Et du coup, donc cette banque, je lui ai dit, bon écoutez, moi j'ai déjà eu un accord pour un prêt avec 3 ans de différé total, avec un taux défiant toute concurrence. Le seul petit point noir, c'est qu'il ne me finance pas les frais de dossier. Bon, c'est pas énorme, c'était je crois 500 €. Et maintenant, si vous pouvez faire encore mieux que ça, sachant que ce qui est intéressant pour moi, c'est... Désolé, on a eu un petit... On s'est fait bombarder. On s'est fait bombarder. Ne jamais refaire de vidéos sous les arbres. Du coup, tu étais sur la banque historique, tu as mis la pression. Oui. Tu as mis la pression en fait en lui disant que à 500 € près, il te perdait en fait. Parce que tu n'avais pas les frais de dossier de l'autre côté et que là... Non, ça c'était chez AXA Bank. D'accord.
à 500 € près, ouais, il me perdait, oui et non. Mais en fait, c'est ma banque historique. Je lui ai dit, voilà, si vous pouvez faire mieux qu'AXA Bank, bah là, ce serait top. Mais je vois pas comment vous pourrez faire, je connais pas. Mais bon, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est du 110%. C'est d'avoir un différé le total le plus long possible. Parce que moi, je vais faire de la trésor. Bon. Et puis là, 3 jours après, je reçois un mail. J'ai rien compris au mail. Dedans, il y avait marqué. Enfin, il y avait en fait, c'était un. Il y avait comment dire, le contrat, la simulation. Dedans, il y avait marqué à chaque fois hors préfinancement, hors préfinancement, hors préfinancement. Donc j'avais 24 mois de différé total. Au début, j'ai failli dire next. Quand j'ai vu marqué 24 mois de différé, je dis bon, bah next. Hein. Et puis, mais à chaque fois, il y avait marqué hors préfinancement. Et en dessous, il y avait marqué préfinancement dans le tableau 36 mois. Je fais, c'est quoi ce truc-là? Alors, j'appelle la banque, je leur dis, c'est quoi le préfinancement? Là, je comprends pas. Ils me disent, en fait, pendant 36 mois, c'est le temps pendant lequel vous pouvez débloquer vos travaux, c'est un différé total. Et une fois que les 36 mois sont passés, enfin, si vous débloquez pas tous les travaux avant les 36 mois, mais vous avez jusqu'à 36 mois, et après, vous passez sur 24 mois de différé total. Donc, je dis, d'accord, donc si je débloque vraiment les derniers travaux, que je débloque pas tous les travaux à 36 mois, après, j'ai encore 24 mois. Donc, en tout, je peux avoir potentiellement 60 mois de différé total. Oui, c'est ça. 5 ans, je rembourse la pépite. La pépite. Pendant 5 ans, je rembourse que 10 balles sur un logement. Pendant 5 ans. Donc là, c'est absolument énorme. Alors la question qu'on va me poser, qu'on m'a posée tout de suite, c'est oui mais parce que forcément quand on a un truc de ouf, les gens ils essaient de trouver le truc qui va pas. Puis c'est les questions que tu as déjà eues, parce que pour ceux qui n'ont pas assisté, on a fait les rencontres de l'IMO ensemble avec Yves, et c'est vrai que c'est une question qui est revenue en fait pendant les soirées, la soirée où tu étais là, et c'est vrai qu'on doit te la poser assez souvent. Oui mais quand tu vas rembourser, ça va avoir un coût. Ça va te coûter plus cher, donc ça va augmenter tes mensualités. Tu vas plus faire de cash flow, tu pourras plus investir, patati et patata. Alors non, oui, ça va augmenter mes mensualités, forcément. Ça c'est vrai, ça a un coût, mais il n'est pas énorme parce que c'est très intéressant quand on a un prêt à moins de 2%. C'est très intéressant. Au-dessus, il faut vraiment réfléchir. Effectivement, c'est pas forcément si intéressant que ça. Mais à moins de 2%, il faut foncer, quoi, parce que le coût est ridicule. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, au moment où on fait les vidéos, les prêts sont relativement bas et en dessous des 2%. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter. Je pense que c'est des périodes assez propices justement pour faire ce genre de choses. Et du coup, moi, en gros, le cash flow, je vais l'avoir dès le début. Je ne vais pas attendre sur les 20 ans de mon prêt. D'ailleurs, moi, j'ai une stratégie qui n'est pas vraiment celle du cash flow. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. C'est bien pour réinvestir. Donc, tu as un peu une stratégie quand même. Ouais. Un peu. Un petit peu. Ma stratégie, c'est d'investir près de chez moi, c'est ça surtout. Non, mais après, c'est ça. Et c'est d'être le plus tranquille possible. Voilà, c'est ça. En gros, elle va pas bien loin. Hein. Dès que ça répond à ça, c'est bon. Et du coup, 60 mois, je me suis dit, oula, mais là, je peux faire un truc de fou. Si j'achète d'autres appartements avec les mêmes conditions, j'aurai une telle enveloppe de cash que là, je vais pouvoir avoir assez pour acheter un appartement sans passer par les banques. C'est clair. Alors là, j'ai commencé à gamberger un peu là, et je me suis dit, et ça m'a boosté pour racheter en fait. Donc j'en ai racheté encore un autre, donc un troisième avec les mêmes conditions, toujours 60 mois de différé total. Et j'ai voulu encore en acheter 2 autres avec toujours 60 mois de différé total, mais là on m'a fini par mettre un stop. Là on va me dire, ah tu vois, au bout d'un moment le différé, la banque elle t'a dit stop. Non, parce qu'en fait je leur ai posé la question, est-ce que le différé c'est un problème? Et la banquière m'a dit, franchement, le différé n'est jamais un frein, c'est pas un problème pour nous. Non, parce que pour nous ça change rien. Nous, notre problème vis-à-vis de vous, c'est votre reste à vivre. Après, c'est d'autres problématiques à rendre en compte. Donc, et par rapport à AXA Bank, parce que bon, après, c'est vrai que c'est pas, entre guillemets, une
banque qui a facilement pignon sur rue, je pense, ou la première banque à laquelle on pense. Toi, tu as réussi à trouver facilement. Tu as fait quoi? C'était une banque sur rue? AXA Bank, c'est celle qui m'a fait 36 mois, mais c'est la caisse d'épargne qui m'a fait 60 mois. D'accord, donc c'est caisse d'épargne après. C'était ma banque historique. D'accord, en fait. ok. Voilà, c'était la caisse d'épargne. Ok, pour savoir, parce que au cas où, si on pose la question sur la vidéo, au moins, ok. Après, c'est vrai que j'avais un bon historique chez eux aussi, ça a peut-être joué. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont joué, hein, mais il faut toujours se dire qu'avec les banques, il n'y a pas de règle. Voilà, c'est la règle d'or. C'est clair, ça change. Faut vraiment, et alors, je pense qu'aujourd'hui, justement, les banques, elles se battent avec les différés parce qu'elles peuvent plus se battre sur les taux. Et elles, ce qu'elles veulent en ce moment, c'est récupérer du client. Elles ne gagnent pas d'argent. Donc, leur stratégie, c'est de récupérer du client. Max, les taux, elles peuvent plus se battre. Ouais, et puis d'où le retour aussi au 110, d'où le retour même financement travaux, tout ça. Pendant longtemps, bien que ça n'a pas forcément été vrai à 100%, on disait ouais 110 c'est fini, si ça, alors que après bon, t'avais pas forcément le bon interlocuteur non plus en face de toi, mais c'est vrai que maintenant c'est quelque chose qui revient facilement et qu'on arrive à demander, c'est quasi banal en fait sur l'investissement. Si tu devrais donner un conseil à un investisseur débutant et un conseil à un investisseur plus expérimenté, qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu lui conseillerais en fonction de l'un et de l'autre? Bah, ça dépend vraiment de sa stratégie. Je lui dirais voilà, au niveau des banques en tout cas, de ne pas faire des plans sur la comète. Il y a trop de gens qui font des plans sur la comète. Allez-y, demandez. Voilà, faut demander, c'est tout. Vous n'avez rien à perdre et surtout vous allez vous faire une expérience, vous allez vous faire un réseau, donc vous êtes gagnant dans tous les cas de figure. Je finis quand même par rapport à ma stratégie actuelle. Parce que les gens vont se dire quand même, ouais, il en manque un petit bout. Ils vont se dire pourquoi est-ce que tu veux tant d'argent en différé, etc. Je vais pas faire comme Picsou, un grand coffre-fort pour plonger dans mes pièces d'or. Non, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'acheter un appartement cash. Donc j'ai d'autres stratégies que le différé. Il n'y a pas que ça, il y a les faux travaux, il y a le prêt étudiant, il y a les prêts travaux. Il y a plein de petites stratégies comme ça qui peuvent aider à avoir du cash. Et le but, c'est de devenir marchand de biens en fait. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir du locatif. Au bout d'un moment, c'est lourd à gérer. Si vraiment on veut avancer dans l'immobilier, la seule tactique qui a la puissance pour ça, c'est l'achat-revente. Ouais, et puis après, il faut que tu aies du bien remboursé aussi pour continuer d'avancer. Si tu as tout à crédit, après, il y a forcément des moments donnés où ça va poser peut-être un peu plus de problème à un certain niveau. Ouais, au bout d'un moment, je pense que c'est bien. Bien sec tout de suite. C'est ça, c'est bien d'avoir aussi. Ça dépend de notre âge. Quand on a mon âge, il faut faire effet de levier à fond. Après, quand on commence à avoir 50 ans, c'est bien peut-être de mettre des apports, des trucs comme ça. Après, c'est en fonction de chacun. Voilà, c'est en fonction de chacun. Ok, d'accord. Par rapport à ça, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu déconseillerais à des personnes qui sont novices, qui se lancent, ou après, pareil, sur d'autres personnes un peu plus expérimentées qui peut-être ont des a priori sur certaines choses ou voilà. Moi, je vais rester un peu dans ma sphère du micro-logement. Ce que je déconseille aux gens, parce que ça c'est souvent que j'ai des gens, là j'en ai encore un vendredi que j'ai appelé, il a eu 4 procès, parce que les gens dans les micro-logements, souvent ils achètent n'importe quoi, parce qu'ils achètent des buanderies, ils achètent des lingères, et c'est très bien à l'intérieur, on voit c'est bien aménagé, tout, c'est vraiment un appart, c'est propre et tout. Seulement un jour ou l'autre il y a l'ARS qui passe, qui leur dit c'est insalubre, et ça arrive de plus en plus souvent. Qui dit aux locataires, vous n'êtes plus tenu de rembourser, de payer le loyer, et en plus vous pouvez faire un procès à votre bailleur pour demander 3 ans d'arriéré. Donc n'achetez pas ce genre de conneries, excusez-moi du terme. Achetez des chambres de service ou appartements quand vous achetez du micro-logement. Micro-logement, c'est entre 9 et 14 mètres carrés, loi Boutin. Voilà. Faut bien regarder, c'est quoi sur le règlement de copro comme d'hab, tout est ça, affiché. La désignation du bien, faut vraiment regarder ça, parce que sinon vous allez droit dans le mur. N'achetez pas n'importe quoi. Ok, d'accord. Dernière question, la question qui tue, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer en IMO? Pourquoi tu es parti maintenant sur cet axe d'investissement? Moi, je suis pas fait pour être salarié, je m'en suis rendu compte. Je suis pas fait pour avoir des clients, je suis pas fait pour avoir des horaires non plus. Je suis un mec qui a toujours été un peu rebelle. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais quand j'étais gamin, j'étais vachement rebelle. J'étais un peu
Je me rappelle quand j'avais 4 ans déjà, la prof elle m'appelait le poison. Voilà, c'était mon Ah surnom à l'école. Ah ouais, sacré surnom là. Ah ouais, là c'est. Wow, ouais. Donc, faut pas que ça te suive. Hein. Ah mais moi j'étais, faut faire différemment des autres quoi. Ouais. Donc je peux pas rentrer dans le rang. On a fini à force de travail de me faire rentrer dans le rang. J'y suis rentré et j'ai été un type extrêmement angoissé, pas forcément heureux dans ma vie professionnelle. Du coup, ouais, il a fallu que j'en sorte, quoi. Voilà le pourquoi. Ok, super, top. Un petit mot de la fin? Écoutez, oui, soyez vous-même. Je vous dis pas, voilà, c'est pas parce que moi, c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est mon histoire, mais soyez vous-même. Ne faites pas les choses en fonction des autres, ne faites pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier, pour le statut ou par rapport à ce que tu peux voir sur internet, tiens on va se lancer sur ça. Voilà, l'argent en fait, si on n'a pas l'argent ou même les projets entre guillemets sont de la cupidité s'il n'y a pas un rôle, un pourquoi. C'est pour ça que c'est bien que tu poses cette question. C'est vraiment très important. S'il n'y a pas un pourquoi et une raison précise, moi j'en ai plusieurs, ça c'est un des pourquoi. On a tous plusieurs pourquoi, même moi j'ai plusieurs pourquoi. Il y a plein de gens, j'arrive pas à leur savoir, ils n'ont pas de stratégie réelle, ils sont toujours dans le questionnement et dans les excuses et tout, parce qu'en fait ils savent pas ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Puis, et investir sans savoir ce qu'on veut dans la vie, sans ce qu'on attend de ça sert à rien. Ouais, puis du coup ils n'ont pas forcément de passage à l'action ou de choses ou alors ils regrettent derrière parce qu'en fait ils deviennent juste esclaves de leur immobilier. C'est con. Ok, ça sert à rien. Bon bah écoute, top. Merci Yves en tout cas pour cette interview et puis de nous avoir expliqué et montré un petit peu plus là sur le micro-logement, ta stratégie et ton pourquoi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les prochaines soirées des rencontres de l'IMO. Vous avez le lien dans la description en dessous. Yves, je vais mettre aussi ton lien vers mesmentors.fr. Je vais mettre le lien aussi dans la description si vous voulez aller voir un peu ce que Yves fait. C'est super intéressant, c'est vraiment un micro-marché, quelque chose de niche. On a eu vraiment beaucoup de retours ultra positifs lors de la soirée. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui étaient étonnées de cette stratégie d'investissement qui est peu connue justement. D'ailleurs, tu es le seul pour le moment en tout cas sur les réseaux. Je cherche des gens qui en parlent. Discuter, voilà. Le cherche pas, il est là. Le cherche pas, une personne qui m'a dit une fois, t'es pas le seul à en parler, c'est pas vrai. Écoute, je dis c'est cool. Dis-moi qui. Et elle m'a amené vers quelqu'un qui fait du 30 mètres carrés. Ah ok, d'accord. Bon, ok. Voilà, on est sur un autre niveau là. Ok. Bon, en tout cas, merci à toi, c'est super sympa. Et voilà. Et puis écoutez, je vous dis soit à la prochaine interview ou lors des rencontres de l'IMO. Vous regardez dans la description, vous avez les prochaines soirées avec les prochains intervenants. Au plaisir de te voir. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.